Au bout de 6 jours, Inox m'envoie un message sur Insta et il me dit vas-y, je veux venir demain chaud. N'en parle pas et tout, on fait une surprise. Incroyable. Et là, j'étais voir les commentaires et j'avais envie de tout casser. Il y a des gens qui disaient ouais, t'as copié Squeezie et tout, parce que dans la tête des gens, si jamais t'as créé un concept avant un gros, et bah quoi qu'il arrive, les gens ne vont pas aller voir sur ta chaîne pour voir qui l'a fait en premier, c'est non, c'est le gros qui l'a fait et t'as copié. Après cette vidéo, c'est là où je m'étais dit ok, il faut que je fasse une vidéo de cinglé. Ce qu'on retiendra de toi, c'est vraiment énorme créateur, piètre businessman. Ah mec. Genre c'est vraiment l'image que t'as donnée. Avant de passer au podcast, si toi aussi t'as pas le temps pour créer du contenu vertical alors que c'est primordial pour se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Nexus Clip est la solution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les longues vidéos, détecter les moments clés et créer automatiquement des clips courts au format vertical accompagné de sous-titres animés. Parfait pour pouvoir créer du contenu court engageant. Pour cela, c'est très simple. Tu as juste à créer un compte, sélectionner ta vidéo en question et Nexus Clip se charge de créer tous les verticaux les plus engageants possibles. Tu peux même driver ses recherches. Exemple tout bête, retrouve-moi le moment où je parle des techniques de vente les plus importantes. Et Nexus Clip te sortira les meilleurs verticaux possibles et engageants sur la thématique que tu viens de demander. Nexus Clip fait littéralement le travail à ta place et te fait gagner des heures. Si ça, c'est pas royal, et évidemment, on a une réduction pour toi, utilise le code créateur, ce qui t'offrira 10% de réduction sur l'offre mensuelle. Le lien est dans la description. Allez, on est parti pour ce podcast et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Anthony Priolo, un créateur aussi fou que passionné, très créatif, mais des méthodes parfois très farfelues. Aussi, des problèmes dans la gestion d'organisation, de temps, d'argent. Il réinvestit tout. Un créateur comme on n'en voit pas souvent, mais une recette qui marche très bien. Plus de 300 000 abonnés sur YouTube, des feats avec Inoxtag ou encore Michou. On va découvrir ensemble tout son parcours. Bon visionnage. Nouvel épisode de Créateurs de succès. Aujourd'hui, on est avec Anthony Priolo et Rekoba également. On va parler de sa chaîne YouTube qui est assez exceptionnelle parce que monsieur cherche des idées toujours de plus en plus folles. Donc déjà, bienvenue dans le podcast, Anthony. Et notre première question, ce sera comment tu fais pour toujours trouver des idées de plus en plus folles? Bah déjà, merci, j'espère que vous allez bien. Impeccable. Et en plus, la dernière, elle est assez incroyable. Une des dernières, ouais. Je vois la miniature, il y a une espèce de petite clé où tu t'es laissé un message 5 ans en avant. Non, mais c'est quoi ce délire? Genre, comment tu peux te dire, je vais faire ça, je vais laisser un message, dans 5 ans, je le déterre. Moi, au bout d'un mois, j'ai oublié le truc déjà. Bah écoute, justement, ça, tous les jours, j'y pensais. Et ça me mettait à la fois la pression parce que moi, je m'étais dit, bah quand je vais ouvrir cette capsule, il faut que j'ai explosé parce que sinon si je l'ouvre et que j'ai encore comme à l'ancienne j'avais 3000 abonnés je crois, si je l'ouvre et que j'ai 4000 abonnés, tu vois, fait chier. Tu vois, genre en mode bah OK, j'ai pas évolué ou quoi, ou ça se trouve peut-être que j'aurais arrêté YouTube, tu vois, on peut pas savoir. Quoi qu'il arrive, je l'aurais ouverte. Mais du coup, ouais, mes idées, comment je les trouve? Bah franchement, même moi des fois je me demande, ça m'arrive souvent en fait, j'ai des moments où j'ai plus d'inspi et d'un coup ça arrive mais trop, où j'ai trop d'inspi et même limite des fois faut que je me calme parce que c'est des inspi qui vont me coûter trop cher ou ça va prendre trop de temps et je vais des fois trop loin, des fois pour rien limite. Et même mentalement, comment ça se passe? Parce que on sait que dans le YouTube FR, bon, ça l'est aussi, un peu la course au concept, ouais. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, peu importe la plateforme. Là, je pense que vous l'avez tous vu, même ceux qui nous écoutent avec la plateforme OnlyFans, où il y en a qui font de plus en plus n'importe quoi, même dans la niche du fitness, ouais. Où c'est de pire en pire, c'est à celui qui fera le truc le plus fou. Comment ça se passe, toi, au niveau mental, au niveau des idées? Est-ce que tu es sans arrêt en train de te dire, bon, faut que je trouve un concept encore plus fou? Ou est-ce que tu as relâché un petit peu cette idée-là et tu t'es dit, bon, maintenant, c'est plus chill, je trouve juste des trucs qui me plaisent et j'ai pas forcément besoin de trouver un truc novateur, un truc incroyable? Ouais, bah en fait justement j'ai été dans une période où j'avais pris un local. En gros justement quand ça commençait à marcher pour moi, j'avais déjà pris un local avec un pote, on était deux dedans, on payait que dalle, tu vois, c'était genre je crois que c'était 200 balles par mois. Au final après le bâtiment a été détruit donc on a dû partir et là c'est à ce moment-là où je me suis un peu trop enflammé, où j'ai loué un local mais genre qui faisait 180 mètres carrés, tu vois. Et là j'ai commencé à faire n'importe quoi. Parce que justement, je cramais tout mon oseille. Alors qu'à ce moment-là, je gagnais bien ma vie, mais je cramais tout. Vraiment. Jusqu'à aujourd'hui où je me suis rendu compte et je me dis, ah merde, j'aurais dû faire des économies, tu vois. Mais justement, oui, à cette période-là, j'étais trop dans le truc de, ok, encore plus loin, ok, encore plus. Et du coup, bah, je me suis un peu perdu parce que en fait, je me suis rendu compte que en 8 ans d'expérience, bah, j'ai pas réussi à me créer une niche, en fait.
Juste, ma chaîne, c'est un peu un cahier de brouillon. Et j'ai réalisé ça il y a pas très très longtemps. Et du coup, là, je suis en train de me reconstruire et de me rechercher un peu moi aussi parce que, bah, du coup, c'est vrai que ma seule passion que j'ai, c'est YouTube aujourd'hui. Mais il faut partager, il faut avoir un truc clé, tu vois, de ce que tu veux montrer à ta chaîne et aux gens. Et du coup, bah là, en ce moment, je suis en pleine recherche de ça. Et justement, je me suis calmé sur les gros concepts parce que souvent, les créateurs comme moi, qui n'ont pas énormément de budget, quand ils veulent faire un gros concept sans les moyens qu'on a, et bah ça fait un concept un peu catastrophique, je trouve, et limite ridicule, tu vois. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais comment, enfin, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent, par exemple, le fait de prendre un local, d'être entouré, on dit beaucoup la force de l'environnement, justement, de s'entourer d'autres créateurs ou de potes qui sont un peu dans le même délire, peu importe que ce soit business, que ce soit YouTube, peu importe. Toi, du coup, ça a été l'inverse. Est-ce que c'est juste le fait d'avoir un peu, comme tu dis, cramé ton argent et d'avoir peut-être eu juste la folie des grandeurs, ou c'est aussi le fait d'être entre potes, finalement, c'est trop de divertissement et on n'arrive peut-être pas à se focus autant qu'on le pense? Bah, en fait, le problème, c'est que moi, je me suis fait des fausses idées. J'ai pris ce local-là avec 5 personnes. Et le problème, c'est que parmi ces 5 personnes, il y avait 3 amis à moi. Et le problème, c'est que il y en a un qui était sur un réseau, qui était à fond sur TikTok, et pas du tout dans la niche de divertissement. Donc déjà ça, bah en vrai de vrai, c'était pas nécessaire. Et en même temps, mes 2 potes, bah malheureusement eux, ils vivaient pas encore des réseaux. Donc le problème, c'est qu'ils ont pas pu se foutre à fond sur YouTube. Et du coup, ça a fait bah moi, ça m'a frustré vu qu'ils étaient pas à fond sur YouTube et même eux, ils avaient pas forcément. J'avais l'impression qu'ils avaient pas forcément envie. Donc ça crée des tensions à la fin où moi je les pousse trop et du coup je deviens un peu le patron du local ou que je pousse mes employés alors qu'au final non. Donc ça devenait un peu toxique, tu vois, de partout. Même pour moi, professionnellement sur YouTube et amicalement et tout, ça a commencé à devenir toxique. Et juste, j'ai compris au bout d'un moment que on est tous différents et que moi, je pense être un peu dans le délire TDAH, tu vois. Je sais pas si je le suis. Il y a des psychologues qui m'ont dit que je l'étais sûrement, mais je pense que voilà. Et juste moi, je me disais, bah, faut que les gens soient comme moi, à vouloir toujours plus, faire à chaque fois un truc et tout. Et en fait, bah, j'ai mis du temps à comprendre que oui, les gens sont différents, en fait. Et du coup, je leur mettais trop la pression parce que je voulais qu'ils soient comme moi. Bah, franchement, il y a un témoin sur place. Mais je me reconnais énormément dans ce que tu viens de dire. Ok. Sans commentaire. Ouais. Parce qu'on a des podcasts à côté, avec des équipes, mais j'ai l'impression d'être un tyran, en fait. Ouais, bah, c'est ça. Et surtout qu'il est toujours en train de créer un nouveau truc ou d'avoir une autre idée ou on a un truc là, après il va aller chercher un autre truc là, il est déjà en train de se focus sur le prochain truc. Mais attends, d'abord on développe ça, on fait step by step, mais il est déjà sur le truc d'après ouais. Et au final il y a une multitude de trucs. C'est ça. Et même lui il en peut plus. Ah, c'est horrible à vivre parce que du coup ça me fait rien que le rendez-vous qu'on avait pris de base ensemble là. Du coup, j'ai dû le décaler parce que pareil, je fais plein de trucs, j'arrive pas, je suis jamais à l'heure et je le fais pas exprès, même si je suis de l'avance, c'est impossible. Parce que justement, peut-être avant de partir, je vais me dire, oh tiens, pourquoi je nettoierais pas mes chaussures? Et voilà, enfin, tu vois, des trucs cons comme ça. Et ça fait ça à chaque fois. Ouais, je comprends tout à fait. On a parlé des mauvais côtés du studio. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des bons côtés? Parce que, par exemple, Recoba et moi, on est en train de penser à justement en prendre pour faire plus de contenu, qu'on soit vraiment focalisé là-dessus toute la semaine, à envoyer des vidéos. Si tu peux revenir au stade où tu étais juste avant de prendre le studio et quand tu l'as pris, qu'est-ce qui a changé dans ta tête? Ah, ça a tout changé. En fait, avant, j'avais un studio chez mes parents, du coup. Déjà, l'environnement était pas fou parce que c'était dans une cave, tu vois, donc il y avait à peine une fenêtre. Donc déjà, l'environnement était pas fou. Moi, j'étais à cette époque-là encore monteur vidéo, du coup, pour des clients. Et en même temps, je faisais ma chaîne YouTube. Ça marchait pas du tout. J'avais un décor, Toy Story à l'ancienne. Et je m'étais dit, je sais pas, j'étais déprimé vu que YouTube, ça marchait pas et j'en pouvais plus travailler pour des clients parce que, en fait, c'est horrible de travailler pour les gens qui ont réalisé un rêve que tu veux réaliser toi. C'est terrifiant. C'est pour ça que moi, je montais vraiment dans des niches que je voulais pas faire. Je montais dans les niches sport, fitness, je montais dans des niches, bref, e-commerce, des trucs que vraiment ça m'intéresse pas du tout. Et je voulais pas monter dans le divertissement parce que pour moi c'était trop frustrant, tu vois. Et du coup, je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais changer de studio, ça va me faire du bien, changement d'environnement et tout ça. J'ai changé de studio, de décoration, je me suis donné à fond, j'avais un peu dépensé quand même alors que à cette époque-là, je gagnais, je crois, j'avais revu mon AdSense justement il y a 5 ans, c'était $5 par mois, je crois, ou $28, je sais plus, un truc comme ça. Et au final, au bout de 2 semaines, je me suis dit bah en fait ça change pas, je suis toujours déprimé, je me sens pas bien dans ce studio. Et ce que j'ai fait, je me suis dit vas-y, bah là on va prendre un studio avec mon pote.
Et juste le fait de prendre ta voiture pour aller taffer, comme une personne normale finalement, et bah rien que ça déjà c'est génial. Ça te conditionne à te dire ok je vais là-bas pour taffer et tout ça. Puis même je sais pas comment expliquer, mais t'as l'impression surtout que moi j'étais encore chez mes parents, donc j'avais l'impression d'avoir tout à la fois, un appartement, je vivais avec mon pote en coloc du coup dans le studio, enfin tout était gros d'un coup. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer un concept sur TikTok, et c'est à partir de là que tout a décollé quoi. Pour l'avoir vécu, je peux le dire aussi. Là, mon studio, par exemple, il est encore chez mes parents. Et même si tu es productif et tu arrives à l'aide parce que t'as pas le choix, tu te mets un coup de pied au cul, c'est totalement différent. Il y a quelques années, j'étais en coloc avec un de mes potes et lui était un peu dans le business aussi. Et c'est au moment où il y avait eu le confinement, en plus de ça, Ouais. quelques mois après. Donc, on avait fait aussi le confinement ensemble dans l'appart. Et ça n'a rien à voir, en fait. Ouais. La force de l'environnement, c'est incroyable. Surtout si, dans cet environnement-là, tu as des potes qui partagent la même vision que toi. Ouais. C'est, Ah bah là. en fait, ça change tout parce que tu es productif, parce que tu tires vers le haut, parce que t'as pas le choix de faire les choses parce que ton pote, il est là. Sinon, derrière, il va te juger et tu vas te sentir honteux par rapport à lui. Lui, quand il a des coups de mou, pareil, il va le faire parce que toi, il te voit avancer, il te voit taffer, etc. C'est ça. Même au niveau du sport, de l'alimentation, ça change beaucoup de choses. Et au final, on sous-estime par moments la force de l'environnement, mais c'est quelque chose quand même de très important. Ah vraiment. Vraiment de fou. Parce que moi du coup là, à l'heure actuelle, rien que quand j'avais mon local, tu vois, je me plaignais beaucoup de mes potes qui voulaient pas forcément se donner à fond comme moi je me donnais. Et du coup, des fois je disais justement, putain ça serait mieux en fait que j'ai un local tout seul, je paierais moins cher. Enfin, limite prendre une maison en fait. Prendre une maison, je mets mon local à l'intérieur et je sais que je vais plus charbonner. Parce que justement, je serai tout seul à produire et voilà. Et au final, en fait, je pense que j'ai beaucoup remis la faute sur eux parce que j'arrivais pas à être créatif ou parce que à cette période-là, justement, pour moi, je pensais qu'il fallait que je mette toute ma thune et faire des trucs de malade. Et du coup, au final, en fait, juste d'être entouré, de juste sortir du studio, aller voir l'autre studio, enfin de son pote, rien que ça, déjà, ça peut te donner 1000 idées, tu vois. Juste de parler avec lui de ton idée et tout. Alors que moi, aujourd'hui, je suis dans une position au final que j'ai un peu regretté. Mais c'est que du coup, j'ai pris une maison, je loue une maison et dedans, du coup, j'ai fait mon studio. J'avais un alternant avant, aujourd'hui, j'en ai plus. Du coup, ça fait que je suis vraiment seul dans la création. Et du coup, c'est vrai, c'est frustrant. Et puis, bah, même niveau créatif, enfin, je peux plus, j'ai déjà tout pompé ce qu'il y avait autour de moi, tu vois, dans ma maison et tout. Donc, au bout d'un moment, il y a plus rien d'inspirant, on va dire, tu vois. Et puis tu sais, on parle d'inspiration et d'environnement. Là, on parle de local, de maison, etc. Certains qui démarrent, évidemment, ils n'auront pas la possibilité d'avoir ça. Mais rien que, par exemple, le fait d'aller à la médiathèque, le fait d'aller bosser dans un autre environnement, Ouais. de prendre ton ordi, d'y aller, Ah comme ouais. tu disais, d'aller au travail comme quelqu'un de normal, et de voir autour de toi des gens travailler, d'avoir une ambiance, ça te conditionne pour. Alors après, évidemment, c'est pas la clé mystère, Oui. enfin la clé miracle qui va faire que. Après, c'est à toi évidemment d'avoir tes idées, de développer et de travailler évidemment, mais ça aide énormément et c'est quelque chose quand même qu'il faut retenir. Ah ouais, non, mais de fou, il y a un moment, je voulais carrément, puisque j'avais mon abonnement TGV Max, je voulais carrément faire des voyages, juste aller-retour exprès pour travailler dans le train. Parce que je trouve que dans le train, j'arrive grave à travailler. Tu vois, c'est vraiment là où je suis. Tu sais, il y a le petit paysage. Il y a un mood il y spécial, a un tu mood. vois. Il y a un Tout le mood. monde est un peu en costume et tout, surtout Ouais. dans l'après-midi. Il y en a beaucoup qui font les allers-retours, sont là, costume, petite mallette, les ordi et tout. Donc, ouais, c'est ça, encore une fois, c'est un mood qui fait que quand tu vois ça, bah, t'as envie de travailler. Mais t'as jamais eu l'idée, l'envie ou même d'avoir été contacté par une agence un peu comme Webedia ou d'autres? Alors, j'étais dans une agence avant qui s'appelait Slick. C'est plutôt bien passé, mais après par la suite on avait arrêté parce que eux ils prenaient plus de créateurs. Enfin, ils avaient changé un peu leur fonction de leur marketing. Et par la suite j'ai voulu tester solo. Du coup, j'étais en mode bah je peux essayer de me débrouiller seul. En vrai, en tant que créateur, je trouve que c'est un peu une erreur. Si tu peux avoir une agence, vaut mieux l'avoir parce que franchement solo faut savoir bien s'exprimer. Moi, je suis dyslexique, donc pas évident, tu vois. Donc, pour contacter une marque et tout, bon, aujourd'hui, il y a ChatGPT, heureusement. Sauve la vie. Mais ouais, solo, c'est compliqué parce que il y a des fois, faut pas forcément envoyer ce mail-là. Ce mail-là peut te mettre un peu dans la galère par la suite avec cette marque. Si tu donnes un trop gros prix, ils vont pas te contacter ou ils vont plus te répondre. Si c'est trop bas, bah, au final, c'est trop bas. Du coup, après, ils vont te proposer que des prix à cette valeur-là. Donc, au final, t'as perdu beaucoup. Enfin, en gros, c'est trop compliqué. Et moi, Webedia, j'avais essayé d'y aller un jour, parce que je connaissais, j'avais un contact là-bas, et il m'avait dit
clairement, tu vois, c'était gentil en vrai. Il m'avait dit franchement, si tu veux, je peux te faire rentrer à Webedia, mais en vrai, je pense que tu seras plus perdant qu'autre chose parce que à cette époque-là, mes vues étaient vraiment instables. Et du coup, bah Webedia, tu vois, ils prennent une part que t'as des OP ou pas. Donc au final, si j'ai pratiquement pas d'OP, bah je suis perdant dans l'histoire, quoi. Donc heureusement qu'il m'a prévenu parce que moi sinon, bah Webedia, c'est un peu le truc de rêve de tous les créateurs, tu vois. C'est vraiment, on te dit, s'il y a Webedia, tu te dis c'est bon. C'est vraiment la tour de Marvel, quoi. Comment ça se passe justement quand tes revenus sont comme ça aussi instables, parfois peut-être dépendants aussi d'un contenu? On sait que toi sur ta chaîne, le truc porte bleu, porte rouge, c'est quelque chose qui fonctionne énormément, mais en même temps c'est pas évident de le faire à répétition parce que ça peut lasser, même d'avoir souvent un invité qui peut faire aussi exploser le truc, etc. Comment ça se passe au niveau des revenus quand c'est aussi instable? Comment on vit finalement? Comment on se projette? Comment on vit au quotidien? Franchement, une question vaste. Ah non, mais la question est géniale parce qu'elle tombe un peu au meilleur moment où vraiment je sais que je gère trop, je pense que je suis immature côté business, ça c'est sûr et certain. Genre je pense que c'est bien d'être passionné, mais il faut savoir aussi quand même se dire que maintenant tu sais, je suis adulte et faut que je sois responsable, j'ai un loyer à payer, des charges et tout ça. Et ça, bah malheureusement, j'arrête pas de me le dire, mais je fais toujours la même catastrophe. C'est que pour moi, c'est ça que je me vois comme ça, c'est que tous les mois, je mets vraiment tapis sur YouTube, tu vois. Et je me dis pas, vas-y, je garde un peu pour des galères plus tard ou quoi. C'est vraiment, je mise tout, j'ai pas envie de regretter plus tard. Et si ça marche, bah au moins j'aurais misé et let's go. Et si ça marche pas, bah tant pis, j'essaierai de faire autre chose, tu vois. Mais j'ai pas envie de me dire, oh cette vidéo je peux pas la faire parce qu'il me faut que je garde des économies. Tu vois, en plus j'ai créé un espace sur ma banque économie et en fait c'est ridicule parce que je fais que y toucher en fait. Je peux pas. En fait juste il y a des fois je suis en mode tout passe avant YouTube, tu vois. Genre c'est vrai que je me fais rarement des plaisirs, tu vois. Ça fait au moins 6 mois que je veux m'acheter le casque Apple là. Et bah je l'ai toujours pas acheté parce que je me dis ok bah non mais 600 balles je peux me faire une bonne vidéo, flemme. Mais en fait voilà c'est juste que je me dis vas-y je mets tout sur YouTube et en vrai on verra bien. Mais du coup c'est vrai qu'il y a pas longtemps j'étais dans des galères parce que c'était la première fois où je payais les impôts et moi je savais pas trop comment ça se passait et au final en fait ils m'ont prélevé sur 4 mois différents sans me dire. Je trouve ça bizarre déjà. Et du coup pendant 4 mois j'ai été prélevé je sais plus dans les 1000 balles, sauf que moi je m'attendais pas à ça et je venais d'avoir ma maison en plus donc les loyers, enfin du coup ça a été très compliqué et du coup voilà j'ai fait beaucoup d'erreurs mais là je commence un peu à apprendre de mes erreurs mais faut que j'apprenne à grandir et sur ça niveau business je suis vraiment nul. Mais là en ce moment justement parce qu'en fait je suis très seul dans la création, du coup c'est moi qui fais mon montage vidéo parce que justement à l'époque où j'avais le 113 le grand local, je payais un monteur, hein, 400 balles par vidéo. Allez, on y va à fond, on fait tout ce qu'il faut comme les gros. Et au final, c'était pas la solution et je me suis rendu compte que je pouvais plus me permettre de payer un monteur, donc j'ai repris les montages. Donc heureusement que j'ai ça quand même, que je sais faire ça parce que sinon ce serait compliqué. Mais les idées, tout ça. Et là, ça fait seulement à peu près, je pense, 2 semaines que là j'ai un gars qui m'aide, tu vois, qui m'aide vraiment un peu le bras droit, qui m'aide à faire toutes les tâches un peu chiantes ou quoi et qui m'aide à me restructurer et tout. Et surtout que là il le fait gratuitement pour l'instant donc c'est trop cool. Ok. Donc voilà, donc en vrai j'ai été grave seul dans la création. Là ça commence un peu à sortir, du coup il y a lui qui m'aide et j'aimerais par la suite du coup c'est sûr reprendre un local. Du coup ça c'est évident pour moi en créateur, pour moi c'est obligé d'être dans un local et pas travailler de chez soi. C'est niveau créatif c'est nul quoi. Ok, c'est pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant du coût des vidéos, des monteurs, etc. Est-ce que tu peux nous dire en général, parce que je pense que les prix varient de fou, mais combien ça te coûte de faire une vidéo, peut-être jusqu'à où t'as été, ou en moyenne à peu près? Moi, je vous ai dit tout à l'heure 400 € par vidéo. En vrai, j'ai abusé du prix. Je pense que c'était plus entre 250 et 350. Je sais plus trop exactement, mais je sais que je payais ça en monteur. Ça m'est déjà arrivé. C'est juste le monteur. Ouais, ça c'était juste le monteur. La vidéo que j'ai payé le plus cher en termes de montage et prod et tout ça, c'était la vidéo où j'ai fait Choisir la bonne porte avec Inox, du coup. Ça, pareil, c'était vraiment un risque que j'ai pris de fou. Mais je me suis dit, pour moi, c'est la vidéo de l'année, il faut que je fasse un truc de malade. Ah bah ouais. Et surtout que je voulais vraiment, moi, mon but quand j'invite des guests comme ça, c'est vraiment, je veux les impressionner. Je veux qu'ils se disent vraiment, ah ouais, putain, c'est un petit créateur, mais putain, ah ouais, là, il m'a choqué, genre. Limite à se dire, putain, j'ai l'impression d'être invité par un gros, tu vois. C'est ça que je veux ressentir chez eux.
Et du coup, lui, j'ai pris un risque de fou. J'avais réussi à trouver une collab, du coup, qui avait quand même... Bah en fait, toute la collab que j'ai eue pratiquement, j'ai tout mis dans la vidéo. La vidéo m'a coûté à peu près 8 000 €. Et à cette époque-là, bah, j'avais pas du tout 8 000 € sur mon compte. Donc heureusement que avec l'agence que j'étais chez Slick, justement, eux, ils m'ont fait une avance. Enfin, ça a été vraiment... ça a été trop bien, ça s'est trop bien passé. J'ai pris un risque, mais au final, le risque a été comment dire, Payant. Ouais, a été payant de fou. Au final, avec la collab plus les revenus de la vidéo, j'ai été en bénéf vraiment de fou malade que j'aurais jamais pensé, du coup. Ok, bonne surprise. T'as une manière de parler quand même de toi et du coup, tu qualifies comme un petit créateur. Faut quand même rappeler que t'as plus de 300 000 ou 400 000 abonnés. Oui, je sais que je sais qu'avec ça j'ai un problème, on me le dit souvent, mais parce que en fait, c'est quoi? C'est par rapport au milieu du divertissement, tu te sens comme un petit, ou c'est un complexe d'infériorité un petit peu que t'as chez toi, ou enfin non, pas un complexe d'infériorité, le syndrome pardon de l'imposteur. Ouais, voilà, ça je sais pas, moi j'avoue que je suis pas trop fan du syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que c'est tout sauf être humble de dire ça, je sais pas pourquoi. Ouais, OK, je vois ce que je sais pas pourquoi, mais non, mais c'est plus je pense qu'il y a ce côté où, tu sais, on réalise pas, vu que ça fait 8 ans que je travaille dessus, donc moi, je me rends pas trop compte de l'extérieur, comment ça rend ma chaîne, tu vois. Et moi, bah, vu que ça fait 8 ans que je suis dessus, et maintenant 2 ans et demi que j'en vis, je réalise pas, et en même temps, je me dis, je veux toujours plus, comme tout le monde, tu vois. Et du coup, oui, vu que je me compare au Inoxtag, au Michou, au Squeezie ou quoi, automatiquement, je me mets dans la catégorie petit créateur. Mais oui, je le sais, je suis conscient, je vais pas faire le mec à dire que je sais que je suis pas un petit créateur, tu vois. On va dire que je suis dans la catégorie moyen. Et voilà, mais c'est juste que je pense gros quand même. Oui, allez, on peut dire ça. Quand on a des vidéos à plusieurs millions, qu'on a des grosses prods, qu'on a plus de 300 000 abonnés, c'est quand même Oui. Après, c'est sûr que par rapport à Inox, Michou, etc. Voilà, c'est ça. Après, c'est des 0,00% en vrai. Exactement. Mais justement, avec la capsule temporelle que j'ai ouverte il y a pas longtemps, ça m'a fait un peu redescendre sur terre. Dans l'autre sens, habituellement, les gens redescendent sur terre parce qu'ils se sont vus trop haut. Et moi, je me voyais trop bas. Et j'ai compris, du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, j'ai bien évolué. Et ça m'a pris, j'ai pris quand même une claque dans la gueule. Parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, j'en suis arrivé là. Rien que le trophée des 100 000, en fait, je réalisais même plus. J'étais en mode, ok, c'est juste un trophée. Enfin, au final, 100 000, c'est énorme. J'en rêvais quand j'étais petit. Tu sais, j'avais vraiment un tableau où j'estimais quand j'aurais les 100 000 abonnés. Tu sais, je faisais des calculs et tout ça. Et c'était dans plus de 2 ans. Enfin, c'était abusé, les chiffres. Et ça me déprimait de fou. Mais ouais, du coup, je pense que ouais, je me sous-estime un peu parce que je me rends pas compte. Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de confiance professionnelle à la rigueur, peut-être, tu vois, qui joue là-dessus, à voir, je sais pas. Mais comment, enfin, est-ce qu'avec le temps, ouais, ça s'arrange cette histoire? Parce que nous, par exemple, là, je crois que t'es à 27K sur YouTube, Reco. On a une chaîne en commun qui est à 22K. Comment, avec le stade, est-ce que t'es moins rapproché des stats? Parce que nous, à chaque fois, on dit objectif 10K, on est à fond dessus. Après, objectif, une fois que t'as atteint l'objectif, le lendemain, t'es là. Bon, bah ça y est, on a fait. Maintenant, on fait quoi? Allez, objectif 20K. Est-ce que toi, genre, une fois que t'as passé les 300, bon, ça se calme. Tu dis, bon, le projet, il est déjà lancé, je dois le peaufiner un petit peu, mais en soi, le truc, il tourne déjà très bien. Bah, en fait, je pense qu'on se fait tous bouffer par les stats, tu vois. Il y a des youtubeurs qui arrivent à se ranger et être en même temps, les youtubeurs qui arrivent à se ranger, c'est quand même des youtubeurs qui font des millions de vues. Donc je pense qu'au bout d'un moment, de ton côté, tu peux aussi te dire, bon, je suis dans le top France, c'est bon, je peux me calmer un peu avec les stats. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai un souvenir de fou, et ça s'arrête jamais de toute façon. J'allais aux toilettes, tu vois, un souvenir de fou, avant de prendre mon premier local, où je m'étais dit, putain, mais juste que je demande, tu sais, je m'énervais limite contre moi ou contre le ciel, j'en sais rien ce que je faisais, mais j'étais en mode, putain, je demande rien de fou, je veux juste au moins pitié faire 1000 vues par vidéo. Juste ça. Et au final, quand je les ai fait, bah, c'était incroyable. Et il y a un moment, après, quand j'étais au 113, du coup, le deuxième local, je disais pitié, je veux juste au moins faire, ça serait incroyable, 10 000 vues par vidéo. Rapidement, tu vois. Ce serait trop bien. Genre, mes 10 000 vues, c'est obligé que je les fasse. Et bah là, du coup, il y a quelques jours, j'étais en mode, vu que ça reprend bien pour moi, je suis content, ça remarche bien. Et bah, j'étais en mode, ok, pitié, maintenant, il faut que j'ai 100 000 vues par vidéo. Et au final, en fait, ça fait que monter. Et il y a pas longtemps, j'ai réalisé justement sur ma dernière vidéo, où en 1 heure, elle avait fait 10 000 vues. Et j'étais en mode, putain, il y a 1 an, j'étais en train de prier pour que toutes mes vidéos fassent 10 000 vues en quelques jours. Et là, en 1 heure, elle fait 10 000 vues. Et quand même, du coup, je prends conscience. Tu vois, je réalise quand même que l'évolution est là. Mais on en veut toujours plus. Et ça, c'est chiant.
Mais d'un autre côté, je trouve que c'est important parce que je pense que si on serait trop satisfait, bah après on ferait moins les choses, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, un peu cette insouciance-là, encore une fois, là, tu te qualifies de petit créateur Ouais. depuis tout à l'heure et tout, alors qu'au final, tu as énormément d'abonnés. Et finalement, cette insouciance, elle t'amène à avoir toujours de plus hauts objectifs, de Exactement. pas forcément calculer alors que tu as des super chiffres et te dire, ouais, bon, en fait, c'est peut-être pas assez, vas-y, je vais aller chercher plus. Et au final, ça t'a amené où t'es là, aujourd'hui. C'est ça. Alors que moi, c'est un petit peu l'inverse. J'ai tendance à, même quand une vidéo marche pas, je me dis, ouais, mais en fait, elle a quand même fait 3000 vues, 4000 vues, c'est quand même énorme. Ah bah oui. Je vais voir mon nombre d'abonnés qui est pas exceptionnel, où je vais me dire, mais en vrai, ça remplit un stade, genre c'est exceptionnel. Et finalement, peut-être que je me dis, ça me pousse pas en tout cas à faire plus. Et du coup, bah, c'est peut-être ta façon de faire qui est meilleure que la mienne, tu vois. Ouais. Bah après, je pense que mentalement, ma façon, elle est nulle. Parce que ça te détruit, en vrai, Et des fois, vraiment, il y a des fois vraiment premier degré. Je suis pas du tout en train de regretter mon parcours, mais il y a des fois, je me dis, des fois, j'ai un peu peur de regretter plus tard. Tu vois? Dans le sens où je sais que j'ai pas une vie normale. Il y a plein de gens qui se disent, nous, ce qu'on fait en micro-entrepreneur, enfin voilà, d'être à notre compte, c'est la vie de rêve. Oui, mais il y a des fois, quand même, les gens, on s'est dit, ça me donne envie. Parce que je me dis, dans leurs petites Ah ouais. vacances, ouais. En vrai, il y a des fois, c'est pas tout le temps. Je suis grave content, je suis heureux, je vis mon rêve et tout ça. Mais il y a des fois, je me dis, putain, genre, ils rentrent du taf, ils regardent leur film, mais il y a aucune pensée, tu vois. Genre, Mais leurs grave. vacances, c'est leur putain de vacances et ils pensent juste à kiffer. Moi, en vacances, je pense juste à me dire, je regarde la plage et je me dis, Ouais, oh tiens, un c'est- concept autour de la plage, tu vois. Et Ouais, c'est c'est cool vrai. parce que je suis animé par ça. Mais il y a des fois, j'aimerais bien, tu sais, que le cerveau, il débranche. Ça ferait du bien, mais c'est impossible. Ouais, bah en fait là, moi je te rejoins à 100%, je pense on est vraiment pareil. Et même des fois, je me vois à regarder Rekoba, et des fois je me pose des questions sur lui. Je dis mais comment il fait? Parce que tu vois, c'est un mec, il va à la salle de sport et tout. Après, il fait des sorties avec ses potes. Et moi, je suis toujours en mode YouTube, 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 YouTube. Et je dis, mais en fait, lui, il arrive à déconnecter. Et des fois, moi, je suis tellement à fond dedans. Je dis, mais pourquoi il est pas à fond dedans aussi? Et du coup, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Mais au final, ce qu'il fait, c'est ça. Et je pense que des gens comme nous, ne pas faire ça, c'est pas forcément une bonne chose. Après, en même temps, tu vois le succès que tu as eu, tu dis que ça peut payer, mais j'ai exactement les mêmes pensées que toi, où je me dis, peut-être dans 10 ans, bah, j'aurais plus l'âge que j'ai, je serais plus vieux, il y a plein de choses que je pourrais plus faire, entre guillemets, parce que j'aurais plus l'énergie, et me dire, putain, quand t'étais jeune, t'as passé ton temps derrière un ordi à faire du YouTube, tu vois. C'est ça, Non, en en fait, fait. c'est un juste milieu quelque part parce que moi, c'est peut-être trop, tu vois. Je déconnecte peut-être trop. Après, ça m'empêche pas d'être à la salle et de penser à YouTube, de répondre à des commentaires ou de penser à des trucs. Mais c'est vrai que j'essaye de dissocier au maximum. Mais au final, je sais que je charbonne pas assez. Alors que vous charbonnez beaucoup plus. Lui, il en est là. Et peut-être que toi, tu en seras plus haut que moi. Alors heureusement, je suis avec toi aussi, donc je vais en bénéficier. Mais voilà, quoi. C'est peut-être pas le. Je pense que c'est surtout une histoire de juste milieu, ne pas se Ouais. rendre fou. Mais d'un autre côté, comme tu l'as dit, c'est pas une vie normale entre guillemets parce que bah ouais, tu déconnectes jamais. T'es dépendant des stats, t'es dépendant du taf que tu fais. Et ça s'arrête jamais. Il faut sortir des vidéos constamment, même en vacances. Prévoir que si tu pars 2 semaines, il faut qu'une vidéo sorte, etc. Et du coup, bah c'est pas une vie normale. Mais d'un autre côté, c'est quand même une chance quelque part. Donc il faut trouver un peu ce juste milieu, je pense. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je trouve que votre duo est cool parce que si vous serez tous les deux identiques à être trop à fond, je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous bouffer, en fait. C'est genre, ça va être, je pense que c'est pas bon. Sur la durée, c'est pas bon. Mais, parce que je pense qu'il faut un, justement, qui soit un peu plus relax et l'autre qui soit, énervé, tu vois. Je pense Ouais, qu'il je faut pense un aussi. peu des deux pour faire ça. Mais oui, mais en fait, c'est ça de toujours être à fond. Et même moi, j'ai des périodes où des fois, je suis en mode, c'est con, mais je pense que vous l'avez peut-être aussi, je sais pas. Et tu sais, des fois, je suis en train de travailler pour des idées de vidéos ou des trucs, où tu sais, des fois, tu fais plein de petites tâches, mais t'as l'impression à la fin de la journée d'avoir rien foutu. Alors Grave. que, si. Et des fois, tu sais, je suis là en mode, je fais des trucs qui servent quand même pour mon taf et pour YouTube. Et tu sais, des fois, je pense à mon père qui est maçon, et je me dis, putain, faut que je continue là, faut que je fasse encore plus, parce que la honte, mon père est en train de te tuer le cul sur des chantiers, et moi, je suis là sur mon ordi, en train de relax, tu vois. Et ça Ouais, met la aussi dernière fois, beaucoup je de me suis dit pression. la même chose. La dernière fois, je me Ouais. suis dit la même chose quand je voyais mon père partir à 6h du mat. Je me suis dit, et toi, t'es là, tu te réveilles à 10h et tu restes dans le lit jusqu'à 11h. Genre, t'es là, t'as pas honte, quoi. Tu vois, et mine de rien, quand tu penses à ces trucs-là, ça te remet d'aplomb parce que tu te dis, en vrai, c'est honteux, quoi. Ouais, ah ouais, de fou. Mais bon, après, on travaille à notre manière. C'est que nous, on n'a pas besoin de travailler à Ouais. des horaires fixes comme eux. Nous, bah bon, par exemple, mes parents, des fois,
il se lève à 6h. Moi, je me réveille peut-être à 10h, mais au final, je me couche à 5-6 heures, tu vois. Donc, au final, ça revient au même. Pour compléter par rapport à ce que tu disais, par rapport au binôme, c'est là encore une fois l'intérêt de ne pas être seul et de pouvoir être entouré, que ce soit dans un local ou avec des petits groupes de créateurs ou quoi, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Rien que ça te permet de te remettre un peu les idées en place. Si des fois, tu es trop dedans, tu es trop la tête dans le guidon, le fait de parler avec un mec qui sera dans le même truc, qui peut comprendre, mais qui a une personnalité différente, bah, ça peut te permettre de réfléchir un peu et de te dire, OK, en fait, c'est pas grave, en fait, je peux lâcher un petit peu, je peux prendre un peu de temps, etc. Et ça te remet un peu les idées en place, quoi. Ouais, exactement. En vrai, ouais, de fou. T'as fait des choses que plein de youtubeurs qui se lancent doivent se dire, mais comment il a fait? T'as réussi à faire des collabs avec Michou, Indoxtag et Joyka. Comment un mec qui a, selon toi, entre guillemets, petit créateur, réussit à atteindre ces mecs-là? Comment t'as fait pour les gens qui nous regardent? Franchement, je saurais même pas expliquer parce que même moi, j'y croyais pas, en fait. Parce que du coup, j'ai créé un concept sur TikTok, là, où j'ai mis mon premier local. Et ça a été dans les premiers jours. Donc vraiment, ça a vraiment changé ma vie, ce local, et très vite. Genre vraiment, de base, c'est pas un parcours normal. Genre de base, moi, avant d'avoir eu le local, je pense que ça faisait au moins 4 ans. Même un peu plus que j'étais sur YouTube, du coup. Et là, franchement, en une semaine, ça a décollé. Du coup, j'ai fait mon concept où, en fait, tous les jours, j'ouvrais ma porte en attendant une célébrité derrière. Donc, c'était Inoxtag, là. Et moi, je m'étais juste dit, ok, c'est cool un peu le suspense de la porte. Les gens vont kiffer, ils aiment bien Inoxtag. Moi, je kiffe aussi le créateur. Moi, je visais le truc juste dans le sens où mon but TikTok, c'est de me faire connaître sur YouTube. Donc, juste les gens vont voir mon TikTok. Je savais que ça allait sûrement marcher. Mais moi, je pensais juste que ça allait me ramener du monde. Je m'attendais pas à voir Inox qui viennent, tu vois. Et surtout, surtout TikTok en plus. De base, je voulais vraiment parler sur la plateforme. J'aimais pas la plateforme. J'avoue que j'étais un peu énervé contre les gens sur TikTok au début parce que moi, c'était YouTube et je voulais pas et ça m'énervait parce que. Mais au bout d'un moment, je savais qu'il fallait que j'y aille dessus. J'étais obligé. Et au final, après, je me suis rendu compte que j'ai été con en fait d'avoir pensé ça. Et du coup, au bout de 6 jours, Inox m'envoie un message sur Insta et il me dit. J'étais dans ma voiture, je me souviens. Et il me dit, vas-y, je peux venir demain, chaud. N'en parle pas et tout, on fait une surprise. Incroyable. Et moi, je me suis carrément, j'étais sur l'autoroute, je me suis arrêté, du coup, parce que moi, j'étais comme un fou, et au début, je me suis dit, ouais, d'accord, le fake. Et du coup, bah, comme par hasard, en plus, je rentrais vraiment pour rentrer chez moi, j'étais à Grenoble, je rentrais pour aller à Paris. Et donc vraiment, tout était parfait, il venait le lendemain. Et quand il est venu, vraiment, c'était trop bizarre, quoi. Pour moi, je comprenais rien, et les gens sont devenus fous, mes proches. Les gens qui me connaissaient, ils étaient en mode, bah, comme vous, en mode, comment c'est possible? Comment t'as eu Inox? Tu l'as payé? Genre, les gens pensaient que j'avais payé et tout ça. Et au final, justement, ce que je faisais, c'est que je les contactais pas. Enfin, c'est eux qui me contactaient, quoi. Parce que le but, c'était pas d'être relou ou quoi. C'était juste en mode, vous voulez venir? Let's go, vas-y, venez. Bon, je pense que j'ai saoulé beaucoup de gens dans le sens où maintenant, il y a beaucoup qui font ça. Il y en a encore beaucoup qui le font. Ah ouais, okay. Et je crois que ça saoule vraiment les créateurs. Donc, j'ai lancé un truc de mort. Ouais, mais même sur Twitter, hein, on parle de TikTok et de la porte, mais sur Twitter, il y a la même chose. Je poste une photo ou je poste un tweet jusqu'à que un tel me réponde. Je l'ai vu avec Zach Nani, je l'ai vu avec d'autres, où des mecs postent des trucs jusqu'à que un tel réponde. Oui. Sur Instagram, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Donc au final, le concept et c'est fait aussi sur d'autres réseaux pour justement mettre un pressing sur d'autres personnes. Ça. Quoi. Après, moi, c'est pas moi qui ai créé ce concept-là. Et tu vois, c'est là justement que ça, c'est important de le dire aussi. C'est que c'est horrible d'être créateur par rapport à ça. C'est que des fois, tu vois quelque chose. Moi, j'avais vu 6 mois à l'avance un mec qui sortait de sa piscine, qui attendait Weshden, là. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là. Et ben, non, ou un mec il sort de la piscine, il attendait Michou ou Weshden, je sais plus. Mais il y a très très longtemps. Et moi, j'avais vu ce TikTok 6 mois à l'avance. Et du coup, inconsciemment, je l'avais oublié. Mais dans ma tête, il y a eu cette idée qui a pop. Et je pensais que c'était mon idée. Mais en fait, le mec, elle l'avait déjà créé. Donc moi, quand je l'ai sorti, il y a des gens qui m'ont dit, oh, t'as copié. Et moi, j'étais en mode, quoi? Et après, quand j'ai revu le TikTok, je me suis dit, ah, putain, je l'avais vu. Et tu vois, et c'est horrible parce que des fois, tu penses avoir l'idée. Et soit elle a été déjà faite, t'avais juste jamais vu. Ou juste, en fait, dans ta tête, tu l'avais stocké. Mais juste, tu te souvenais pas de l'avoir vu, quoi. Et donc ça, c'est chiant aussi parce que du coup, de plagier, je trouve que sur YouTube, il y a pas pire. Et surtout, en plus, quand c'était pas ton but. Si ton but c'est de plagier, bon bah tant pis pour toi. Mais si c'était pas ton but, ça c'est chiant. Et inversement, quand tu as créé quelque chose d'original, t'as pas ce sentiment aussi de te dire ah je sais pas si je vais le sortir ou peut-être il faut que je table avec un gros invité pour que la vidéo soit un max vu comme ça au moins on sait que c'est mon concept.
Comment ça se passe quand tu crées une idée originale comme ça? Parce qu'on sait très bien que si ça marche, ça va être repris et tout. Bah écoute, moi, justement, pour choisir la bonne porte, ça a été compliqué dans tous les sens parce que le premier que je l'ai fait, il était nul, il y avait pas de décor et tout, mais il a quand même un peu marché. J'allais proposer à Michou justement pour choisir la bonne porte. Avant, je l'avais fait avec Sora, j'allais dire Squeezie, mais pas du tout. Avec Mais peut-être parce que Squeezie a fait qu'est-ce qui se cache derrière la porte. Justement. C'est peut-être moi, pour ça que j'avais tu lancé fais le aussi concept avant. Et lui, il avait sûrement réfléchi aussi avant, parce que lui, c'est pas la même prod que moi. Lui, il réfléchit peut-être 6 mois avant au projet. Et il sort ce concept-là. Je vois le teaser, et j'avais pas encore proposé à Michou. Je suis en mode, oh, c'est une blague. Genre là, je suis heureux d'avoir créé mon concept qui n'existe pas dans le monde. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé comme un fou ce concept-là avec 2 portes en IRL. Ça n'existait pas. Et j'étais trop content. Et là, du coup, bah, je propose à Michou. Il me dit, bon, bah, tant pis, même si j'ai vu le truc de Squeezie, j'étais dégoûté. Et Michou me dit, bah, mec, attends, je sais pas, parce que c'est peut-être compliqué, vu que là, Squeezie, il a sorti ça et tout. On va pas essayer de créer de problèmes. Enfin, je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement. Et du coup, je comprenais. Je lui dis, bah, mec, je comprends de fou et tout. Je peux pas t'en vouloir. C'est normal. Surtout à son stade à lui. Il va pas se mettre dans la merde pour moi, qui en plus, tu vois, s'il le fait, c'est surtout pour moi, c'est pas pour lui. Donc, je lui ai dit, ok, bah, je comprends. Il m'a dit, on réfléchit un peu. Au final, il m'a relancé. Il m'a dit, vas-y, let's go, je veux le faire. Et donc, parce qu'il a vu qu'en fait, le concept de Squeezie, c'était rien à voir avec le mien. À part juste que, ok, il y a une porte. Mais, et du coup, bah, voilà. En gros, mais compliqué, parce que il y a des gens qui disaient, ouais, t'as copié Squeezie et tout. Parce que dans la tête des gens, ça faut bien le retenir. Si jamais t'as créé un concept avant un gros, et bah, quoi qu'il arrive, les gens ne vont pas aller voir sur ta chaîne pour voir qui l'a fait en premier. C'est non, c'est le gros qui l'a fait et t'as copié. Et ça, c'est frustrant pour les ouais, on a le même problème. Là, actuellement, on va pas nommer de nom pour pas faire d'histoire, mais sur un de nos podcasts, on a lancé des histoires de débats vraiment tranchants et tout. Et là, je vois que toutes les chaînes concurrentes, elles commencent à faire la même chose, mais il y en a une qui est tellement grosse qu'au final, j'ai l'impression que tout le monde croit que c'est eux. Et au final, toi, quand t'es dans cette situation, t'as un peu le seum, parce que te faire copier, c'est pas grave. Mais quand tu fais un truc qui est censé être original et t'as un mec qui te copie mais il fait plus de stats sur ton idée qu'à toi, c'est là où tu commences à péter les plombs. Parce que quand il y a un autre mec qui te copie mais tu dis bah fais ton truc de ton côté, c'est pas grave. Mais après le mec il te met une distance et au final il sera connu comme le mec qui l'a fait, quoi, tu vois. Mais surtout qu'à la limite ça me dérange même pas, parce qu'en soi tu sais le concept est cool en soi, mais ça peut profiter à d'autres créateurs qui ont envie de le faire parce qu'ils kiffent et on est tous passionnés par ça. Bah y a pas de souci en soi, tu vois. Le problème, c'est que la plupart du temps, les plus gros comptes, ils te créditent même pas. Ils vont pas s'inspirer de... Moi, il y a un concept que j'aime beaucoup, que j'ai repris à quelqu'un. J'ai cité la personne. Je dis voilà, je vais le refaire après à ma sauce, mais c'est cette personne sur qui je l'ai repris. J'aime beaucoup le concept, etc. Tu crédites un minimum la personne. Et ce que je trouve dommage, c'est que les gros comptes ou les gros créateurs ou quoi que ce soit, eh ben, quand ils reprennent un concept, alors que ils ont grandi comme ça, ils se sont fait comme tout le monde, ils ont cravaché pour arriver jusque-là, ils savent ce que c'est de se faire reprendre des concepts ou ci ou ça, bah ils te créditent même pas. Et ça, moi, c'est ça le problème. Tu peux le reprendre, il y a pas de souci, mais au moins crédite la personne et le respect de créditer le fait que tu aies repris le concept, quoi. Il y a aucun souci à reprendre le concept, mais cette décence, quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Bah justement, on choisit la bonne porte, il y avait un créateur qui l'avait repris justement. Mais après ça s'est clarifié par la suite et il m'avait dit justement qu'il avait eu la même idée au même moment. Tu vois, dans ma tête, j'étais pas en train de me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pas grave. Au final, ça s'est très bien passé par la suite. On est potes aujourd'hui. Mais juste, bah justement, il l'a sorti sur sa chaîne et là, j'étais voir les commentaires et j'avais envie de tout casser parce que c'était en mode trop bien le concept. Comment t'as eu cette idée, incroyable, trop bien et tout. Et du coup, moi, c'est pour ça qu'après cette vidéo, c'est là où je m'étais dit, ok, il faut que je fasse une vidéo de cinglé. Il faut que je fasse un choisir la bonne porte de cinglé. Et là, j'avais mis plus de budget. Et la vidéo avait tellement bien marché que, en gros, ça y est, le concept m'appartenait, quoi. Parce que c'est bon, j'avais assez de vidéos là-dessus. Les gens savaient que c'était mon concept. Mais c'était dur. Ça a été un combat de garder ce concept. Parce que c'est dur. Parce qu'il y avait eu aussi d'autres créateurs qui commençaient à le faire. Par contre, moi, j'avoue que je me laissais pas faire. Je leur envoyais des messages. J'étais en mode, mec, au moins crédite. Genre même, enfin en mode, je sais pas, genre, enfin, j'avais même dit à un mec, tu changes ton titre parce qu'il avait mis le même. Ah vraiment, moi j'avoue que j'aime pas me laisser faire parce que je trouve ça dégueulasse en fait de faire ça. Je trouve ça, c'est pas cool. Tu peux pas faire ça. Ouais, c'est YouTube, ouais. On a l'habitude. Du coup, si on parle de ton empire entre guillemets, comment tu gagnes de l'argent? Parce qu'on voit que t'as un gros compte TikTok,
t'as un compte YouTube qui est tout aussi grand. Qu'est-ce qui rapporte quoi? Est-ce que tu gagnes plus de ce côté-là? Après, il y a des partenariats aussi, j'imagine. Ouais. Si tu peux nous faire un petit ensemble de comment un créateur il gagne sa vie. Bah écoute, moi sur TikTok avant, c'était vraiment le paradis à l'époque de la bêta là, parce que j'avais YouTube plus bêta quand je faisais un TikTok par jour en plus. Ça c'était vraiment les meilleurs moments parce que du coup bah c'est là en plus que ma chaîne démarrait, donc j'investissais de fou malade. Et aujourd'hui TikTok bah je dirais à peu près si je gagne 100 € par mois avec TikTok, c'est légendaire, tu vois, pour te dire. Ah ouais, d'accord, ok. Après, c'est vrai que je suis pas non plus un créateur à fond sur TikTok. Moi, mon but, c'était vraiment de réussir sur YouTube. Maintenant que je vis de YouTube, bah, on va dire que TikTok, je l'ai un peu mis de côté. J'aime bien des fois le faire de temps en temps quand c'est du kiff ou pour des teasers YouTube ou quoi. Si vraiment j'en ai l'envie, je le fais. Mais j'ai pas envie de me forcer à me dire, ok, toutes les semaines, je sors un TikTok ou quoi. J'essaie d'en faire un peu, mais c'est pas une obligation. Donc TikTok, ouais. Et pourquoi tu parlais de la bêta TikTok? C'est parce que la bêta TikTok rémunérait beaucoup plus à ce moment-là, c'est ça? À cette époque-là, c'était à peu près 1 € les 1000 vues sur Ok. TikTok. Donc ce qui est énorme, je trouve, pour du format court. Et maintenant, c'est à peu près je vais dire 30 centimes. 0,50 je crois. Ouais, 30 Ouais, ça centimes. dépend, mais en plus, ils prennent pas toutes les vues en compte. Enfin, du coup, ouais, c'est franchement pour l'investissement et tout, pour le travail et tout, franchement, c'est pas du tout rentable. Puis même maintenant, de faire beaucoup de vues, c'est beaucoup plus dur qu'avant, tu vois. Maintenant, je trouve qu'on est moins mis en avant, moins bien payé sur TikTok. Donc, c'est pour ça que la plupart des TikTokers sont tous sur YouTube maintenant en format long. On le voit de toute façon. Ouais. On le voit de ouf parce Ouais, qu'ils ont totalement. compris quand ils ont vu le RPM YouTube et le RPM TikTok, et y a pas photo, tu vois. Genre YouTube, le RPM, ça tourne autour des 5 $, tu vois, à peu près. Pour les 1000 vues. Et donc, plus ta vidéo, en plus, elle est longue, plus, bah, tu peux vraiment te mettre bien. Mais, moi, il y a une période, justement, où, vu que je paye des monteurs, et bah, j'étais en perte de fou malade. Je crois que ma vidéo, elle payait à peine le monteur, tu vois. Et ça, pareil, je l'ai compris à la fin. Je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'il faudrait que je regarde si je suis en bénéf des fois. Et non. Et ça, j'ai compris trop tard. Du coup, c'est pour ça que j'ai repris les montages et tout. Mais du coup, ouais, bah YouTube, c'est vraiment ma plus grosse. C'est surtout, je gagne ma vie grâce aux revenus YouTube en vrai. Hein. C'est surtout grâce à ça. On va dire que YouTube, c'est surtout pour investir dans les vidéos, payer mon loyer et tout ça. Et après, les OP, c'est vraiment du plus pour pouvoir financer des plus gros projets ou quoi. Après, des OP, vu que je suis pas dans une agence, je suis solo. On va dire que j'en ai pas énormément. J'en ai, je sais pas, je dois tourner à peut-être, on va dire à peu près 1 à 2 par mois, ça dépend. Et bah là, c'est début d'année, donc là, c'est mort. Début d'année, souvent pour les collabs ou quoi, c'est hyper compliqué. Ils ont tout mis pour Noël là. Et du coup, voilà. En gros, par rapport à la rémunération, en vrai, sinon il n'y a pas d'autre salaire à côté de ça. Ok. Ce qu'on retiendra de toi, c'est vraiment c'est énorme créateur, piètre businessman. Ah mec. Genre c'est vraiment l'image que t'as donnée. Ah mec, c'est une dinguerie. Bah rien que le mois dernier, je crois que j'ai été à découvert, par exemple, juste le mois dernier. Et alors que quand je regarde des fois mes salaires, je me dis comment c'est possible. Genre je me dis. Mais c'est bien. En vrai, c'est bien quand même parce que ça humanise un peu le créateur, parce que beaucoup ne peuvent pas croire que c'est possible de se retrouver à découvert quand t'es créateur. Mais d'un autre côté, c'est aussi important de remettre l'argent dedans, de faire de plus gros projets, d'aller chercher plus haut. Donc après, oui, effectivement, il y a une certaine balance à gérer où t'arrives pas et tu l'as reconnu toi-même. Quoi. C'est ça, mais tu vois, par exemple, c'est délicat parce que il y a pas longtemps, tu vois, le stream humanitaire qu'ils ont fait sur Twitch. Et bah tu vois, moi je voulais mettre un don parce que ça me tenait à cœur, je trouve ça incroyable ce qu'ils font, c'est génial, tu vois. Genre ça, je crois que c'est l'une des premières fois que ça a été fait un truc aussi gros comme ça. Et à part le Event, je vois pas trop de trucs comme ça quoi, similaires. Et bah, je voulais mettre quelque chose mais je me suis dit ok, mais en fait dans la tête des gens, je suis un YouTuber qui a 400 000 abonnés, je suis riche. Point. C'est tout. Dans leur tête, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je sais pas si je mets, parce que si je mets pas beaucoup, je vais me faire passer pour un radin. Sauf que quand j'ai regardé mon compte en banque, à ce moment-là, j'avais 300 balles, dont mes économies, tu vois. Donc, j'étais en mode, bah, je peux pas. Du coup, j'ai mis 20 €, tu vois. Et sur le live, tu vois, c'était sur le live de Michou, et même Michou a dit, ah, merci Anto et tout, mais je sais pas si c'est le vrai. Bah, moi, j'ai rien dit, tu vois. Comme ça, je me suis dit. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, comme ça, les gens ne le savent pas. Parce que sinon, bah, c'est sûr que 20 balles, un abonné, il voit ça, il se dit, mais wesh, il a radin de fou, lui. Mais tu vois, c'est ça ce qui est délicat. Quand tu vois même McFly et Carlito qui ont pris une sauce parce qu'ils ont mis 2000 €, tu te dis c'est incroyable. Voilà, enfin, c'est compliqué. Ouais, mais ils ont pas cette conscience de, entre guillemets, que tu réinvestis quasiment tout ce qui rentre.
Et il y a un mec qui est très connu qui a fait ça et qui le fait encore jusqu'à maintenant, qui heureusement maintenant il est assez gros pour que malgré qu'il est nul à ce niveau, enfin pas nul mais qu'il réinvestit tout et il a pas de notion d'économie, c'est MrBeast, mais maintenant il est quand même assez gros pour que allez-y, même s'il continue à réinvestir, au bout d'un moment, il a tellement d'argent que Ouais, mais c'est bon. ça glisse. Mais lui, il en fait partie de mon problème financier. Lui, c'est une très grosse partie. Voilà, lui, il m'a trop influencé. Justement, à l'époque où j'avais mon local, c'est vraiment lui qui a fait dépenser toute ma thune. Parce que moi, vraiment, je sais que là, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, tu vois, mais que je ne peux pas réaliser parce que, manque de budget. Et c'est ça qui m'énerve le plus, c'est d'être frustré dans ma création, de me dire, genre, c'est pas en mode, ok, t'es nul, t'as pas d'idées ou t'as pas des trucs révolutionnaires, t'es obligé de pomper sur les States ou quoi. Là, juste ce qui me bloque, j'ai des idées révolutionnaires, des idées qui ont jamais été vues dans le monde et tout ça, mais je peux pas les faire parce que, il y a pas de thunes, quoi. Il y a pas assez de budget pour ça et c'est ça qui me frustre le plus, c'est pour ça que j'ai très hâte de grossir en abonnés. Pas juste pour me dire, ok, trop stylé, j'ai 1 million d'abonnés, déjà pour avoir réalisé un rêve et de me dire que c'était possible au final et que j'avais raison d'avoir investi là-dedans en étant jeune, tu vois. Mais aussi pour pouvoir faire des concepts de fou, parce que mon but, c'est vraiment, en fait, que les gens me disent, ouais, il est fou. Un peu à la MrBeast, mais plus humain, tu vois. C'est ça que je veux faire, moi, en fait. Et c'est pour ça aussi, c'est un petit message pas de prévention, mais c'est pour dire que quand tu te lances, que tu es un petit créateur, encore une fois, on le dit souvent, mais là, c'est encore la preuve, ne pas se comparer aux gros créateurs, parce que des fois, tu n'as juste pas le budget, tu n'as pas le même matériel, tu n'as pas les mêmes moyens, la même expérience. Donc au final, il faut juste faire le boulot à ton échelle, tu grandis petit à petit, et après, tu peux avoir, entre guillemets, beaucoup plus la folie des grandeurs. Ouais. Mais c'est vraiment étape par étape. Ouais, exactement. Moi aussi, au début, je voulais trop me comparer aux gros. Et le problème, c'est que, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai essayé de faire des grosses prods, mais avec un moyen où j'essayais de me débrouiller et tout ça, mais qu'au final, en fait, ça se voyait et c'est pas agréable à regarder, quoi. Donc, autant rester sur un petit truc et essayer de le faire mieux, tu vois, plutôt que d'essayer de faire un gros truc et de le faire moyen. Et ça, j'ai mis grave du temps à le comprendre, tu vois, et c'est méga important. Et parce que faut pas du tout vouloir faire comme les gros et c'est pas possible, en fait. À cette échelle-là, c'est impossible. En parlant de divertissement, parce que c'est la niche dans laquelle tu es, c'est quoi en général le RPM d'une niche comme la tienne? Parce que on a des créateurs qui sont par exemple dans le digital, etc. Ouais. Pour 1000 vues, ils gagnent du 15, voire même du 20 euros. Ouais. Le divertissement, la cible, elle est beaucoup plus grosse, donc j'imagine que le RPM, il est quand même beaucoup plus bas. En moyenne, ce serait à peu près combien? Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense en moyenne en ce moment, ça serait autour de 5, hein. Ça serait entre 3 et 5 en vrai. Je trouve que c'est souvent ça ce que j'ai, moi. Mais en général, tes vidéos, elles font à peu près combien en taille, en durée moyenne, si tu penses? En durée, je sais que avant je faisais des vidéos qui étaient autour de 15 minutes, 20 minutes. Ouais. Maintenant, je me suis rendu compte que limite une vidéo ne doit pas faire en dessous de 28 minutes. Sinon, YouTube est en mode, il y a pas assez de watch time. En fait, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent que les gens regardent beaucoup la vidéo ou pas. Juste ce qu'ils veulent, c'est du temps de visionnage. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai l'impression en fait que le ratio du watch time, il compte plus vraiment. Ah oui, c'est vraiment le temps. C'est-à-dire que tu peux faire une vidéo de 40 minutes. Si elle est vue 15 minutes, eh ben, elle sera beaucoup plus mise en avant qu'une vidéo qui dure 20 minutes et qui a fait 10 minutes. Parce que là, on est sur 50% du watch time, donc c'est supérieur à la vidéo d'avant. Mais comme on est à 10 minutes au lieu de 15 minutes, c'est celle de 15 minutes de watch time qui sera mise en avant. Ouais, c'est ça. En vrai, finalement, c'est logique, mais j'ai mis du temps à la comprendre aussi. C'est qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder les gens sur la plateforme. Et du coup, s'ils restent longtemps, il y a plus de pubs, il y a plus d'argent et tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, maintenant, je vais faire des vidéos de 30 minutes, mais hyper dynamiques, pour essayer de faire rester les gens et pas non plus de me forcer à me dire, ok, il faut que la vidéo fasse 30 minutes, tu vois. Comme sur TikTok à l'ancienne où on se forçait à faire des vidéos d'1 minute, tu vois. Ça, je sais que c'était un peu chiant parce que moi, je le faisais parce qu'en fait, tu te dis, ok, c'est soit tu fais une vidéo courte, mais tu gagnes rien, zéro. Ou soit tu fais une vidéo où tu essaies de la faire durer un peu plus longtemps et là, tu peux gagner ta vie, tu vois. Donc, c'est ça qui est un peu chiant. Je trouve ça con parce que ça nique vraiment la créativité. Ça te force à pousser le truc et au final, c'est plus naturel. C'est dommage. Mais du coup, sur YouTube, je me force pas du tout à vouloir atteindre les 30 minutes. C'est juste que maintenant, je me laisse plus de liberté qu'avant. Avant, je sais que j'avais trop peur de me dire, ça, c'est pas intéressant, les gens vont pas kiffer, ça va pas assez vite, c'est pas assez dynamique. Maintenant, je prends mon temps parce que je me rends compte que j'ai une communauté, donc eux, ils s'en foutent, ils veulent juste me voir faire le con ou juste me voir m'amuser et avec mes potes, quoi. Alors qu'avant, j'avais vraiment peur et j'étais trop stressé par me dire, ok, ça, c'est pas intéressant, MrBeast, quoi. Je pense que c'est similaire à notre niche parce que nous, dans la niche foot, il y a une chaîne où on fait que des vidéos de 10-15 minutes.
Le RPM, il est à peu près à 2,53. Et on a une chaîne où on fait vraiment du podcast long, à 1 heure, des fois ça monte à 2 heures. Et je sais que le RPM, il monte plus autour des 6. Donc c'est un peu normal, vu la durée de contenu, il y a plus de pubs. Donc je pense que c'est à peu près pareil que dans la tienne. Je pense que tout le divertissement, ça doit être pareil. Moi, je suis à 4 euros, presque 4 euros. Je suis à 3,80, 4 euros. Avec des vidéos qui maintenant touchent beaucoup les 25, 40 minutes. Ouais. Donc ouais, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une augmentation. Je pensais que justement c'était le RPM naturellement qui avait augmenté sur YouTube au fil des années, parce que je suis là depuis 2021. Mais en fait, c'est peut-être juste mon contenu qui, comme il est plus long, et le RPM est il y a ça aussi. élevé. Je pense que c'est un peu des deux parce qu'il a quand même augmenté au fur et à mesure du temps. Parce qu'il y a une époque, je sais qu'il était, au tout début, il était à 1 euro les 1000 vues, tout début. Et il a augmenté. Mais de toute façon, par rapport à ça, par rapport au RPM, c'est par rapport vraiment à la niche, en fait. Il se dit juste par rapport à l'âge, en fait. Parce que ils vont mettre les annonceurs. Pouvoir d'achat, etc. Voilà, les annonceurs, ils vont mettre plus de pubs sur les personnes qui ont une carte bleue, en fait. Alors que le divertissement, souvent, c'est des jeunes qui n'ont pas de carte, donc c'est par rapport à ça, quoi. Ouais, pouvoir d'achat, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais savoir à quel point ça impacte ton fonctionnement, parce que là, justement, on parlait de RPM. Si on va dans ton YouTube analytique, est-ce que tu prends des décisions par rapport à des informations que tu vois dedans, ou est-ce que tu es vraiment un mec freestyle, tu dis j'ai envie de faire ça, je fais comme je veux. Franchement, depuis que j'ai commencé YouTube, on m'a dit faut que tu te mettes dans les analytiques de fou, faut que tu te plonges dedans, et je me force à chaque fois. De un, ça me gave de fou. Vraiment, c'est pas intéressant. Je suis désolé, mais il y a rien d'intéressant. En fait, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai failli prendre le MrBeast, il a fait un site. Vous avez dû le voir, pour optimiser les vidéos et tout. Et en fait, je vais vous expliquer en gros à quel point tu peux optimiser les vidéos, c'est que tu peux mettre des concurrents de qui tu trouves que soit, je sais pas, tu te dis ok, lui je veux le dépasser par ego, ou soit tu te dis ok, lui c'est à peu près les mêmes types de contenu que moi et tout. Et tu peux voir dès que par exemple, tu peux voir genre hier j'étais avec un gars sur Discord, il m'a mis en concurrent. Et il me dit, au fait, j'ai vu que t'as changé le titre de ta vidéo. Moi, je connaissais pas. Et il me dit, t'as changé 2 lettres, je sais pas quoi. Et genre, tu vois tout ce que la personne fait, tu vois tous ses A/B testing de miniatures, tu peux voir d'autres trucs par rapport à ta niche, tu peux aller prendre des trucs aux États-Unis par rapport à ce que tu fais, par rapport à savoir laquelle est la bonne miniature. Et en fait, je trouve ça enlève tout le côté créatif, en fait. Et je trouve ça dommage Moi, j'ai pas envie de me forcer à être à fond dans les stats. Je suis un acharné de YouTube, je suis passionné de fou. Donc j'adore, tu vois, vouloir évoluer sur YouTube et avoir des vidéos qui performent et tout, mais je veux quand même garder ce côté humain et créatif parce que sinon en vrai je trouve ça tue le taf, quoi. En vrai c'est dommage. De base on a commencé, les gens ont commencé à faire des vidéos parce que c'est leur passion et ils kiffaient faire ça pour s'amuser, et je trouve ça dommage si un jour YouTube ça devient vraiment trop business. Tu vois, en plus, on en parlait tout à l'heure avec Nix, et c'est ce qu'on disait. En gros, on a beau être créatif, on a beau avoir envie de faire des vidéos, ou on a beau, nous, dans notre niche, avoir envie de parler de foot. C'est pas en fait, on se rend pas compte, mais c'est être créateur de contenu, c'est pas juste avoir des idées, faire des vidéos, tourner avec une caméra, être marrant, ou bien parler d'un sujet qu'on maîtrise. C'est malheureux, mais il y a beaucoup d'autres choses autour. Tellement d'autres choses autour qu'il faut maîtriser et dont tu es obligé de faire attention, que ce soit l'aspect argent, gérer un budget, les analytics, toutes les datas autour pour comprendre justement ta niche, etc., le business de YouTube, l'algorithme, que c'est malheureux, mais si t'aimes pas trop ça, ça peut te gâcher un petit peu ton expérience, ta créativité, ton envie d'être dessus et de continuer à travailler dessus. Et malheureusement, on est dans une société capitaliste, YouTube, ils veulent faire de l'argent, le but c'est de faire rester les gens. Donc, on est obligé de passer par là, et je suis assez d'accord avec toi où on en arrive à un point où c'est pas pour rien si on se rend fou pour les analytics, si on se rend fou parce que on est la vidéo elle est top 10, 10 sur 10, et YouTube après on n'a pas le choix, c'est devenu un peu notre métier ou alors notre vrai centre d'intérêt, notre passion, donc on reste dessus. Mais c'est vrai que l'expérience entre guillemets créateur, elle est un petit peu gâchée par tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, par rapport aux stats, moi, c'est surtout, je regarde dans les premières heures la vidéo, c'est le taux d'impression, taux de clic et tout, pour voir si est-ce que je change le titre et la minia. Sinon, par la suite, j'avoue que je suis pas forcément quelqu'un qui va aller voir tout le temps les stats. Je regarde souvent, mais c'est plus pour me dire, ok, je regarde, tu vois. C'est pas dans le sens où, ok, j'analyse vraiment et tout. Hier, je l'ai fait un peu, tu vois, j'analysais mes intros pour voir, ok, lesquels sont les mieux. Il faut des intros scénarisées ou pas scénarisées. Et bon, encore une fois, ça dépend de la vidéo. Il y a des fois des intros scénarisées qui marchaient mieux que d'autres. Enfin, c'est compliqué en vrai. C'est que j'avoue que les stats, ça me fait pas forcément rêver. Et en plus, c'est compliqué de bien comprendre quelque chose. Surtout dans une niche comme moi qui est pas forcément nichée de fou.
Moi, je suis un peu dans le divertissement un peu large. Donc, les stats, pour moi, c'est un peu aléatoire, quoi. Ouais, je trouve aussi qu'il faut pas trop se mettre dedans parce qu'en fait, des fois, je me dis que tout ce que tu vois, ça veut rien dire. Et même en regardant les stats, il y a des vidéos, tu comprends toujours pas pourquoi elles ont explosé. Et il y en a, tu comprends toujours pas pourquoi. Tu dis, en fait, le truc, c'est un truc qui est caché sur un algorithme derrière un ordinateur. Tu vas pas le comprendre. Il y a 10 000 facteurs. Et ça sert à rien. Fais du mieux que tu peux et puis on verra. Mais, pour revenir côté business, parce que même si, t'as dit que t'es pas bon là-dedans, comme moi, même moi, je trouve que avec l'audience qu'on a, franchement, niveau monétisation, on est nul. Mais on a vu récemment qu'il y a pas mal de youtubeurs qui commencent à se sécuriser entre guillemets en dehors de YouTube, parce que bon, ce qu'on fait, ça peut partir du jour au lendemain. Ouais. Et ils créent des business qu'on appelle des business physiques, qui soit des chaînes de restaurants ou des produits. On a vu, je crois que c'est Inoxtag ou Michou qui avait sa marque. Est-ce que toi, tu penses à ça? Et si tu devais le faire, dans quel type de business que tu irais? En vrai, franchement, en vrai de vrai, des fois j'y pense et après je me dis non, franchement, pour l'instant c'est pas du tout mon objectif. Mais si je devrais réfléchir à un prochain business, moi la sap j'aime bien, tu vois. J'aimerais bien avoir ma marque de sap, mais pas dans le but de faire juste du dropshipping quoi et avoir des produits nuls, tu vois. Vraiment une marque de vêtements méga stylée et pas forcément une marque de luxe, tu vois, qui coûte très cher ou quoi, tu vois. Vraiment un truc accessible, un vrai truc accessible, tu vois, pour les gens et qui est cool à porter et qui est bien produit, tu vois, en France et tout ça, enfin pas un truc mal fait. Et mais sinon pour l'instant, je suis grave dans le truc de moi je veux YouTube, tu vois, et en fait je veux pas essayer de commencer à réfléchir à un plan B, tu vois, tant que mon plan A il est pas en place de fou, tu vois. Même si j'ai pas d'objectif final, parce que je vais te dire 1 million, mais même quand je vais avoir 1 million, je sais que je vais pas être satisfait à 100%. Enfin, je vais être content, mais je vais vouloir plus, en fait, parce que, en fait, c'est surtout, j'ai envie de me prouver à moi-même, tu vois, parce que quand j'étais petit, j'avais grave manque de confiance et tout ça. J'ai envie de me prouver à moi-même que, vas-y, en fait, un gars qui part de rien, il peut arriver dans le top France, tu vois. Et du coup, j'ai envie de tout donner pour ça, et je pense qu'en vrai, c'est réalisable si je continue à donner les moyens comme ça. Je me dis, je pense que c'est pas possible de se donner autant et de pas avoir de résultats, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est pour ça que je pense que Nix il y arrivera à un moment donné. Oui. Je sais pas, moi ça fait longtemps. C'est très dur. Ça fait combien de temps? YouTube, c'est de quoi enfin moi, quand je dis ça fait longtemps, c'est parce que j'ai toujours été dans des business. YouTube, ça date de quoi, 2020. Ok. Mais juste avant ça, j'avais une boîte où notamment par exemple tous les mecs qui voulaient faire des fives, j'avais un sorte de site internet où, vu que t'as pas forcément 10 potes avec qui faire des fives, ou différents mecs que je connaissais qui connaissaient le site s'inscrivaient sur le site. Après, t'avais 10 mecs, tu pouvais faire un five. Okay. Tu prenais un pourcentage de ce qui était payé. T'as fait avant Crank. Ouais. Ça, après, j'ai vu, il y a Crank et tout. J'ai dit, bon, vas-y. Et après, il y a eu le confinement, justement, à cause de ça. Et après, j'ai fermé ce business-là et j'étais sur YouTube après. Ok, putain, mais après, bien. Il dit ça, mais sur YouTube depuis 2020, mais t'as jamais été à 100%. Donc ça aussi, ouais. Ça joue quand même quand t'es à 100%. Ouais. Mais après, c'est aussi qu'on est ultra diversifié. Par exemple, là, on a quoi? Au total, on a créé 5-6 chaînes YouTube. Ah ouais. Il en a une, il en a une deuxième de quiz qu'il a arrêté pour le moment. On a 2 podcasts en commun et on a celui-là encore. Ok, donc, ouais. Donc au final, on perd un peu des forces partout. Parce que tu vois, notamment ce podcast-là, ils nous disent il pourrait être plus grand si on mettait des extraits sur Insta, sur TikTok et tout, mais on n'a pas le temps parce qu'on fait du contenu partout. Et justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport à toi, parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu as pas mal de TikTok et d'Insta qui explosent et où à la fin tu dis ouais, mais la suite de la vidéo faudra aller sur YouTube. Est-ce que pour toi ça, tu penses que c'est un truc qui ramène vraiment du trafic, ou c'est juste une vitrine pour que les gens ils te connaissent sur TikTok ou Insta, mais que la personne ne va pas forcément aller voir la vidéo? Bah en vrai moi je pense que ça marche en partie. J'ai déjà fait des tests. En vrai, je suis un psychopathe par rapport à ça aussi. J'ai déjà fait des tests sur TikTok à l'ancienne. Je faisais des tests en mode j'essayais de mettre le logo. Ensuite, j'ai essayé d'enlever le logo, je disais juste à l'oral. Ensuite, j'avais même fait un test en disant aux gens, ok, on va faire un test pour voir si la vidéo peut percer ou pas. Allez voir ma chaîne YouTube, mais d'abord scroller pendant 5 minutes, tu vois. Juste, je faisais des tests, tu vois, ça m'amusait et je voulais voir.
Et je voulais comprendre l'algorithme de TikTok de pourquoi dès qu'on parle de YouTube, bah, automatiquement, le TikTok ne marche pas. Et pour moi, c'était évident. C'est juste dès qu'ils sentent que après cette vidéo, les gens quittent l'appli, bah, la vidéo, c'est mort. Et ils veulent pas la mettre en avant. Ça fait quitter l'appli. Donc voilà. Donc j'étais en mode, vas-y, pendant 5 minutes, tester et essayer de scroller et tout. Au final, la vidéo, elle avait pas marché de fou, mais je crois qu'elle avait fait 100 000, tu vois, c'est déjà énorme. Et du coup, bah, enfin, pour l'époque, parce que avant 100 000 vues sur TikTok, c'était, on va dire, un peu facile. Mais du coup, ouais, j'avais fait plusieurs tests et du coup, il n'y a pas vraiment de... Enfin, sur YouTube, tu vois, sur les analytics, tu vois, les gens, ils viennent d'où. Mais après, on sait pas, vu qu'ils l'ont vu sur TikTok, ils peuvent aller sur YouTube et du coup rechercher eux-mêmes. On sait pas s'ils cliquent sur le lien. Tu vois, il y a plein d'informations qu'on peut pas savoir. Mais je pense que, d'un autre côté, s'ils l'ont vu une fois, la bande-annonce, après, ils vont voir peut-être une autre bande-annonce. Et tu vois, inconsciemment, ils vont se dire, ah, mais j'avais vu cette bande-annonce de cette vidéo-là, donc je vais la voir aussi. Enfin, je pense que ça y joue de fou. De toute façon, le but, quand t'es sur Internet, faut que ton visage soit vu le plus possible, tu vois. Donc, ouais, moi je pense que c'est ça surtout, c'est vraiment une question d'image, le fait que les gens te voient, etc. C'est ça. Et beaucoup plus que le fait que ça marche vraiment et que le trafic vienne. Je pense que ça vient, mais en fait après en avoir vu 2, 3, que ça soit ancré et que du coup après les gens recherchent ou quand ils tombent sur une vidéo de toi sur YouTube, ils vont regarder parce que justement ils se sont dit ah j'ai vu un ou deux TikTok avant ça. Mais c'est vrai que de parler d'un autre réseau social, c'est jamais bon. Et moi c'est avec Twitter que je l'ai vu et je l'ai vu encore ce matin. Il y a un mec, un gros tweetos qui a plus de 100 000 abonnés, qui a des tweets qui font à chaque fois minimum 500 likes. Et à un moment donné, il a mis un lien d'une application où il disait ouais regarde, allez voir, j'ai mis mes notes de telle équipe et tout machin. Et bah le tweet il a fait 50 likes. Ouais. Donc tu vois la différence à partir du moment où il a mis un site qui te fait quitter Twitter. Hop, terminé, bonsoir. Twitter l'a pas mis en avant. Donc ils aiment pas trop quand tu envoies les gens sur un autre réseau. C'est ça, c'est dommage parce que du coup en vrai TikTok c'est une force de fou. Et ça serait vraiment là où je pense qu'aujourd'hui tu peux percer facilement par rapport à avant, où avant il y avait que YouTube. Et aujourd'hui pour moi vraiment, enfin peut-être que je dis de la merde, mais pour moi aujourd'hui de partir de zéro et de créer une chaîne YouTube aujourd'hui et de réussir juste avec YouTube, franchement, je pense que j'aurais un peu du mal à y croire. Ou alors faut vraiment que c'est long, beaucoup d'argent d'un coup, je sais pas, mais ça serait vraiment compliqué comparé à avant quoi. Moi franchement je pense que sans TikTok, je pense que ça aurait été très compliqué. Voire impossible de réussir, je pense. Parce que ça a décollé vraiment pas. Et je vois pas comment j'aurais pu faire pour contacter, pour avoir des contacts, des trucs, comme j'ai pu avoir au final, tu vois. Donc, là, dans la divertissement, c'est vrai quand même que c'est très, très concurrentiel. Ouais. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gros créateurs, c'est quand même difficile. Puis les gens sont habitués à voir maintenant des énormes concepts, des énormes vidéos, etc. Donc quand tu démarres et que t'es là, petit budget, que tu fais des petites vidéos, machin, et en plus il y en a tellement d'autres qui le font à côté aussi, qui essayent, que en fait t'es dans une jungle et t'es perdu là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je parle vraiment du divertissement, c'est vrai que j'ai pas précisé. Parce que c'est vrai que dans les niches, par exemple, dans les vraies niches, tu vois, par exemple, je sais pas, niche construction, niche poisson ou quoi, là, c'est plus accessible parce qu'il y a moins de monde et ça fait toujours plaisir dans une niche de voir quelque chose de nouveau, tu vois, de neuf ou quoi. Et dans le divertissement, pour faire nouveau, bah, faut vraiment être très bon. Faut y aller, ouais. Ah ouais. C'est compliqué. On a une dernière question avant de clôturer ce podcast. C'est, après, je pense que c'était vrai et que tu t'as pas fait ça pour le TikTok. Mais à un moment, tu t'es fait pirater ton compte TikTok et il y a un mec qui t'a demandé une rançon. Il t'a demandé de payer 500 € pour récupérer ton compte TikTok. On en a parlé un peu tout à l'heure pour YouTube, mais ce qu'on fait actuellement, c'est un peu comme construire un immeuble sur du sable. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand c'est arrivé et est-ce que tu as pris des décisions après ça pour te dire, même si ça saute, bah, au final, j'ai ça ou ceci Oui, du coup, c'était vrai. Mais d'ailleurs, je vous en avais parlé d'où? Parce que je me souviens même pas. Sur TikTok. Ah, ok, je me souvenais même plus. Mais du coup, oui, c'était vrai. Et en fait, ça, c'était un truc tout con. Faites gaffe à vous. Et aussi, je vous le dis à vous. Très important. C'est, j'étais dans la voiture. Et pareil, vu que je fais 1000 tâches à la fois, à chaque fois, dès que je vois un truc, moi, je me dis, ok, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, j'ai vu un mail en mode vérification TikTok pour la vignette bleue, là. Un truc de con, en plus. La honte, tu vois, c'est vraiment un truc débutant. Ouais. Et mais quand tu calcules pas. Voilà, j'étais ailleurs, j'étais en mode, allez, vas-y, je vais le faire, sinon je vais jamais le faire. Et je l'ai fait. Et du coup, bam, le mec m'envoie un message, tout content en plus, sur WhatsApp. J'ai ton compte avec un smiley. Tu veux le récupérer? Et bah, il faut que tu m'envoies 500 €. Et en plus, c'était horrible parce qu'à ce moment-là, en plus, j'étais dans la voiture, j'étais avec mon père. On a amené mon père qui allait se faire son premier tatouage, donc il était hyper content, avec un tatoueur que je connais bien et tout.
Et du coup, bah, j'étais content, j'allais passer un bon moment avec lui et tout, tu vois. Et au final, il m'arrive ça. Je suis même pas resté avec eux. Je faisais 1000 appels. J'ai l'impression d'être de la CIA. Et au final, conclusion, même, genre Michou m'avait passé un contact de TikTok France. J'avais pas eu de réponse. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était mort. Et je voulais de base, parce que moi, je me dis toujours, voilà. Et c'est ça que, pourquoi j'aime trop mon métier et pourquoi ça change ma vie et pourquoi c'est grâce à ça que des fois, sur des situations de merde, je suis heureux. C'est que je me suis dit, ok, tant pis, je vais perdre 500 balles, mais je fais une vidéo YouTube, tu vois. Et je me dis, ça peut être cool, ça peut être drôle, les gens vont kiffer. Vas-y, vous savez quoi, je vais tenter de donner 500 balles. Est-ce que je vais me faire niquer ou est-ce que ça va marcher? Et en fait, tu vois, c'est marrant. Concept. Et même pour la prévention pour les gens aussi, tu vois, je me dis, c'est que du plus, cette vidéo-là. Au final, en fait, dans son skin qu'il m'avait envoyé, le gars qui m'avait piraté, en plus, c'est un malade, il m'avait montré des preuves que des gens avaient payé. Et je les ai appelés, ces gens-là. Et une meuf qui m'avait dit, mais t'es un malade, paye pas et tout, si tu fais ça, c'est archi con, ça veut dire que tu lui donnes raison de faire ça, il va continuer et tout ça. Et après, je m'étais dit, ouais, en fait, c'est pas si con que ça, ce qu'elle me dit. Et du coup, bah, j'ai pas payé, et le lendemain, j'ai juste fait une demande sur TikTok, sur l'application, tout simplement, sans contact, et ils me l'ont rendu au bout d'une heure. Et voilà. Et de toute façon, sur TikTok, en fait, même si tu supprimes un compte, ou même si tu supprimes toutes les vidéos, t'as 30 jours pour pouvoir les remettre. Okay. Et ça, c'est cool. Et il avait juste pris, du coup, mon AdSense. Que j'avais, enfin l'argent que j'avais sur TikTok, bon ça c'était relou, mais en vrai comparé au compte TikTok, après moi pourquoi je voulais le récupérer, c'était parce qu'en vrai bah maintenant je poste plus trop sur TikTok, je voulais surtout le récupérer, c'était pas parce que j'étais en train de me dire putain mon business il est en train de couler ou quoi, parce que moi je vois pas ça comme un business, YouTube, TikTok et tout ça, mais j'étais plus en mode putain c'est grâce à ça que j'ai réussi, tu vois. C'est des souvenirs, c'est de l'émotion, mais ces TikTok là je les verrai même plus, tu vois. Enfin et du coup c'est plus ça qui me foutait vraiment la haine. Et que j'étais en mode putain j'ai construit ça comme un malade et toi tu veux me le prendre, tu vois, genre c'était horrible. Et par contre YouTube c'est vraiment plus compliqué de se faire pirater, et aujourd'hui vraiment si t'as des contacts c'est hyper simple genre de récupérer les comptes vraiment, parce que il y a des grosses sécurités, il y a des codes mais tout machin. Ouais. Puis même façon même je me rappelle Michou il y a pas longtemps il s'était fait pirater là, et le mec avait fait des lives, avait tout changé les vidéos et tout, et au final il a tout récupéré parce que YouTube a vraiment le contrôle sur tout. Et ça, c'est rassurant. C'est pas du tout comme TikTok où tu peux le récupérer, mais je connais des gens qui l'ont jamais récupéré. Donc, ça dépend. Voilà, okay. On a connu un mec sur YouTube, là, quand même, qui s'est fait avoir un peu récemment, là. Ah ouais? Et c'était la panique. Ah. En fait, c'était un mec il commente les matchs de foot. Ouais. Et du coup, son compte, il a été piraté. Mais ce qui était bien, c'est que tous les autres commentateurs foot, ils sont restés debout jusqu'à 4h du matin pour l'aider et tout, bien. Et ça a fait une sorte de communauté, c'était super sympa, et au final il a réussi à récupérer. Ah oui, c'était Raph, non? Non, c'était Thomas par le foot. Ah Thomas, ok. Bah, au moins c'est bien, dans ces moments-là tu vois sur qui tu peux compter en vrai de vrai, donc ouais. Même moi je l'ai vu, hein, les contacts que j'ai appelés et tout ça, genre qui m'ont filé les contacts et tout direct, j'ai vu et c'est grave cool. En vrai, c'est grave cool. La chaîne YouTube s'appelle Anthony Priolo. Après, il y a la chaîne TikTok aussi, qui a un autre nom qui s'appelle Pièce 113. Porte 113. Porte 113, ça, voilà, ouais. Exactement. Et donc, likez, abonnez-vous à sa chaîne, bien évidemment. Et abonnez-vous à Créateur de Succès pour suivre les prochains épisodes, des prochains créateurs qui vont venir. Et merci à toi, Anthony, d'être passé. Ce fut un podcast très intéressant. Et puis, on se dit à bientôt. Merci à vous, les gars. C'était trop cool. Ciao. Salut. Ciao. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.